L'handicap, c'est une différence comme toutes les autres. Il y a des personnes de couleur, il y a des personnes, je ne sais pas, à lunettes. Il y a moi aussi une personne à roulettes. Bon ben voilà quoi. On est tous différents les uns des autres. Et pour moi, on se complète tous. Je ne vois pas pourquoi la société met des murs entre tous. Pour moi, il faut casser tous ces murs-là pour que les gens se rencontrent. Je suis aide médico-psychologique qui consiste sur cette structure-là à être avec les usagers dans leurs besoins primaires, donner à manger, l'échange, les aider à s'habiller, les déshabiller. Je suis éducateur sportif en handisport, moniteur de vélo et fauteuil tout-terrain et animateur nature. Je suis AMP, ce qui veut dire aide médico-psychologique. Donc moi au stage, je suis l'animatrice qui s'occupe des ateliers d'art plastique. Donc je suis chargée de l'animation, la préparation, des sorties culturelles en lien avec les arts plastiques, donc dans les musées ou pour différentes expositions. Trouver des expositions aussi, des lieux potentiels où montrer toutes nos productions. Je suis coordinatrice des activités qui sont proposées aux usagers et en même temps animatrice d'activités sportives. On a un peu des rôles spécifiques qui s'affinent au fil du temps, j'ai envie de dire, avec les collègues. Voilà. Moi, je suis aide médico-psychologique sur le SAGE. Du coup, j'accompagne les personnes dans tous les actes de la vie quotidienne. Et puis, on a un rôle de référence et d'accompagnement sur les projets personnalisés de chaque usager. Mais aussi, du coup, à leur proposer des activités, de faire le lien avec les autres. C'est vaste. Le SAGE, c'est un service d'activité de jour de l'Association des paralysés de France. Toutes les personnes qui viennent ici viennent de leur propre choix. Donc la mission du SAGE est de répondre à ces politiques, mais de répondre aussi à la demande des usagers, c'est de pouvoir participer à des activités sportives, culturelles, de loisirs, tout adapté en lien avec le droit commun, d'avoir une vie sociale à travers les activités qu'ils partagent. Le SAGE accueille 20 usagers par jour, mais les usagers venant à temps partiel, on a une file active de 36 usagers à ce jour, avec des personnes en liste d'attente. Pour 6 professionnels, 3 animateurs en sport adapté et en activité artistique, et 3 professionnels qui sont des AMP, aides médico-psychologiques. Qu'ils soient animateurs ou AMP, tous vont accompagner les activités et tous sont en capacité d'aider humainement dans les activités. L'animatrice en art plastique, lorsqu'elle va au musée, si la personne a besoin de boire, il faut qu'elle sache boire. Si la personne a besoin d'aller aux toilettes, il faut qu'elle sache aller aux toilettes. Il y a certaines activités qui se font au sein de la structure. Donc du coup, il y a des personnes qui viennent et puis qui réalisent leurs activités en interne. Et d'autres activités qui se font vraiment avec des partenaires à l'extérieur, qui sont assez riches parce que les usagers viennent vraiment chercher un temps de découverte, d'échange et de rencontre à la fois avec le partenaire puis avec les autres participants à l'activité. Donc une des finalités des activités, c'est donc de permettre l'inclusion. L'inclusion qui fait partie de la politique et de la charte APF, mais pas seulement, c'est aussi une demande des usagers d'aller vers d'autres personnes que des personnes en situation de handicap.
rencontrer des lycéens, rencontrer des artistes, rencontrer des informaticiens, toute personne qui n'est pas dans le monde du handicap pour ouvrir leur champ de liens sociaux. En tout cas, c'est réellement une demande des usagers. C'est pas que la charte APF, c'est pas que la CNSA, c'est l'usager et sa famille qui le demandent eux-mêmes. Je trouve que c'est vraiment important, l'inclusion dans la société. Ouais, souvent, il y a une... Comment dire, ouais, j'ai l'impression d'être plus enfermé dans le monde de handicap, alors que ouais, je trouve que c'est important d'apporter cette ouverture. Cette ouverture, oui. Qui que ce soit, s'il n'a pas de plaisir dans sa vie, je veux dire, sa santé va avoir une incidence. L'inclusion fait partie de leur santé parce que ça leur apporte des choses, ça leur permet de se recréer, de voir des personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer depuis leur scolarité parce qu'ils ont toujours été dans ce secteur-là, et d'être en lien avec le droit commun, c'est une plus grande ouverture. Tu rencontres Michael? Tu as envie de rencontrer des gens Oui. valides? Oui. Parce que je vis avec mon handicap depuis 38 ans. Ça me pèse un peu. Toujours la même chose. Pour moi, le sage, c'est très important. Je passe ma vie à m'intégrer dans un peu partout, quoi. À la fois, l'inclusion, elle peut se faire, comme on évoquait avant, avec un public valide, mais aussi ça peut être avec des personnes qui sont porteurs d'autisme, de trisomie, selon les activités qu'on fait à droite à gauche. Et du coup, des fois, cette mixité, elle se fait avec un public qui est aussi en situation de handicap. L'idée d'inclusion, c'est l'idée aussi de faire découvrir nos usagers, mais découvrir aux gens ce que c'est le fauteuil ski, de parler aux gens aussi. C'est pour ça que j'ai orienté aussi mes sorties vers des stations où on peut prendre le téléphérique. On est au milieu de tout le monde. Surtout si on a des usagers en plus qui interpellent tout le monde, et ben ça fait vite le contact est vite fait, quoi. Ouais, alors l'inclusion dans le cadre d'ateliers artistiques, elle va pas se passer de la même manière que pour d'autres activités où c'est plus évident. Là effectivement, la part de créativité, de réalisation se passe dans l'atelier. D'aller montrer ce qu'on fait, pour moi c'est de l'inclusion. De se trouver une place dans une galerie, dans un lieu d'exposition, c'est montrer aussi au monde ce qu'on est capable de faire. Oui, après on peut mettre en place ponctuellement des collaborations avec d'autres structures, comme par exemple le projet de l'étrier. Et donc là, il y a une vraie rencontre qui peut s'élaborer, il y a des relations qui se nouent, qui se tissent, il y a des vrais échanges. Et là, c'est super intéressant parce que autant pour eux à l'étrier que pour nos usagers, c'est rare d'avoir ce type de rencontre et puis de découvrir d'autres milieux de cette manière-là, quoi. Ça se fait en douceur, on se rencontre en réalisant quelque chose. C'est très valorisant, ouais, pour tout le monde. Pour nous, c'est plus confortable d'avoir des groupes pas mixtes. C'est plus simple, quoi, parce qu'on se met au diapason, même si chaque personne est différente, mais il y a un diapason, c'est pas le même, quoi. Là, je vois bien que des fois, je m'adresse aux personnes en situation universitaire et je vois assez vite qu'elles comprennent ce que je dis, et du coup, hop, je me fais emballer par cet accordage, et d'un coup, je me dis, hop, attention. Là, il y a un Mouloud et Béchir, peut-être qu'ils sont pas... Ça va trop vite, là. Du coup, pour nous, c'est beaucoup plus d'adaptation et d'écoute de ce qui est en train de se passer à chaque moment de l'atelier. C'est plus difficile. Mais après, comme le projet il a été construit comme ça et que c'est un peu la règle de départ, je trouve ça super parce que ça... Voilà, c'est ça, c'est les données de départ. Donc, on sait pourquoi on le fait, quoi. C'est super. L'art plastique peut permettre à tout individu, qu'il soit en situation de handicap ou pas, de vivre un processus de réalisation personnelle où le processus artistique, à la fin, se finalise par une ouverture sur le monde. Donc oui, pour les personnes en situation de handicap, c'est super au niveau de l'inclusion, parce que ça se traduit à différentes étapes, à différents niveaux aussi. On passe par différents états
d'échecs, de contentement, de défis, de se dépasser soi-même qui peuvent se passer dans la vie à l'extérieur. Et là, on les vit dans un cadre précis, particulier, et mine de rien, ça laisse des traces en fait en nous. On est capable de faire ça, on a dépassé ça, c'est valorisant sur plein de niveaux. Ouais. Donc oui, c'est super les arts plastiques. Par exemple, j'ai des personnes, quand je leur demande pourquoi ils demandent un sage, ils me disent pour savoir pourquoi je me lève le matin. Quand on n'a pas de travail ou qu'on ne peut pas aller vers des activités parce que le droit commun n'a pas les aides humaines qu'un service médico-social comme un sage. Qu'est-ce que je venais chercher? Je venais chercher de quoi faire des activités. Et parce que chez moi, je m'ennuie à 4 sous de l'heure. Et là, moi, je cherchais de la communication. J'ai trouvé ça, oui. Parce que ça a fait que j'ai pu connaître d'autres personnes qui avaient des handicaps différents par rapport aux miens. Ça m'apporte et d'en discuter avec d'autres personnes pour voir quel handicap ils avaient, telle et telle personne. Cet échange et cette rencontre, c'est ça que viennent chercher les usagers en venant au service d'activité de jour. Et un moyen de créer l'échange et la rencontre, justement, c'est les activités qu'on propose pour que le lien et les échanges soient plus faciles. J'aime toutes les activités qui sont proposées. Je suis contente, surtout quand je sors sur l'extérieur, soit pour une sortie journée, soit pour une activité en dehors. J'ai parfois de l'inquiétude quand je vais faire une activité que je n'ai jamais faite. J'aime venir au sage, autant pour faire des activités que pour voir du monde. Rencontrer d'autres gens, d'autres personnes comme toi en fauteuil. C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Rencontrer du monde, que ça soit dans la vie, d'être en lien avec les autres. J'aime bien, c'est un truc que j'ai apprécié avec eux. Discuter avec les MP. J'aime bien faire des jeux avec eux. Sortir avec les gens du sage. On mange tous ensemble. Tu aimes rencontrer les gens de l'extérieur? Ouais. Je trouve des activités qui sont bien adaptées à moi. Parce que moi, en fait, il faut tout que ça soit adapté. Même chez moi, il faut un encadrement. Moi, si je n'ai pas d'encadrement, je ne pourrais pas gérer. J'aime bien ça. Ça m'aide beaucoup. C'est important d'y venir? Oui, parce que je fais des activités ici que je ne fais pas chez moi. Je n'osais rien au départ. Des activités pour me changer des idées. Tout le monde a besoin à un moment donné des activités, des loisirs, faire des choses différentes. Est-ce qu'il y a des activités que tu fais que tu pourrais faire seul, c'est-à-dire sans le sage? Oui, mais j'ai pas la force à y aller individuellement. Avec l'APF et Amélie, je fais partie de toutes les sorties au musée culturel, parce que aller au musée de peinture, ça je peux le faire, mais guider c'est top. Parce que guider, tu te balades avec ta petite chaise et la visite elle dure 3 heures et t'es parti pendant 3 heures de rêve. En ce moment je suis en train de rêver que je vole. Et si c'est le meilleur rêve, être légère, tu regardes à la montagne et hop tu voles. Et c'est un rêve. Les activités sont choisies par les usagers et par les professionnels. En réunion hebdomadaire, les usagers, il leur est proposé de dire s'ils ont des activités qu'ils souhaiteraient faire
à partir de leurs connaissances, à partir de ce qu'ils ont pu voir dans la presse, sur Internet. Quand la personne arrive sur le service, elle a une vision du service et puis des attentes et des envies et des besoins. Et de là, on discute ensemble de ce qui lui convient le mieux. Et ensuite, on met par écrit ses envies, ses objectifs de projet, s'ils ont envie de faire certaines activités. Et tout ça, c'est discuté ensemble, donc avec la référence en premier lieu. Et puis ensuite, on le retravaille en équipe. On le restitue à l'usager et on voit si ça va avec ce qu'on peut proposer, ce que lui, il attend de l'accompagnement qu'il peut y avoir sur le sage. Les professionnels connaissent le public, leurs spécificités et ce qui peut être proposé. Comme on est en partenariat avec plusieurs structures, nos partenaires peuvent aussi nous proposer des activités. Et cette recherche d'activités, elle a lieu à la fois dans nos activités de tous les jours en tant qu'individu, par le biais des rencontres qu'on peut faire à l'extérieur, qui sont ensuite riches de mise en place d'activités et de montage de projets vers l'une ou l'autre activité artistique, sportive, pour permettre justement de diversifier les activités et d'enrichir les pratiques qui sont proposées auprès des usagers. Elles sont finalisées et mises en place par la personne responsable de l'activité. Quand on débute une nouvelle activité, il y a différents points qui sont importants à ne pas omettre. Dans un premier temps, ça va être de s'assurer qu'il y a vraiment la sécurité des usagers qui va être prise en compte. On ne va pas mettre l'usager en difficulté ou en danger. Et tout autant pour l'équipe professionnelle qui va être présente lors de l'activité, qui va accompagner le partenaire dans l'activité. Ensuite, il y a différentes contraintes qui sont liées à nos horaires au sage, comme le service est ouvert de 10h à 17h. Si on a des activités qui se font à l'extérieur et sur des amplitudes horaires importantes, c'est quelque chose qui va nous limiter. Et ensuite, les personnes qui sont accueillies au sage payent d'elles-mêmes les activités qu'elles font en plus à l'extérieur. Donc du coup, il y a ce coût financier aussi qui peut être limitant dans les activités qu'on propose. Pour chaque activité, tout professionnel a pour tâche d'aller voir si le lieu est accessible, si les personnes qui vont recevoir ont une connaissance de notre public. Si ce n'est pas le cas, il leur est proposé de venir un après-midi ou une matinée dans le service pour rencontrer les usagers et partager avec eux un temps convivial avant de commencer l'activité. Quand on met en place une activité, le point clé, c'est d'être bien en accord avec le partenaire sur ce qu'on attend de l'activité, de bien définir l'objectif, de la cadrer dans le temps. Et cette activité, ensuite, elle va prendre forme un petit peu spontanément en fonction de la rencontre qu'il va y avoir entre les usagers et puis les partenaires avec lesquels on va travailler. Et c'est important que cette relation, elle se crée vraiment avec l'usager au cœur de l'activité pour que ce soit vraiment l'usager qui ait sa place et puis qui puisse créer le lien, participer et soit vraiment acteur de ce qu'on met en place dans le projet. Je pense que ça prend du temps pour la plupart des activités et puis de la connaissance et d'arriver à rentrer en relation. Une fois que ça s'est passé, l'inclusion se fait plutôt bien. Une expérience avec la polyphonie, on est allé au lycée Bordier avec des élèves de BTS. On s'est fait 2 rencontres sur le service avec les élèves et puis ensuite on est allé dans le lycée et ça s'est vraiment bien passé. En fait, il y a eu une belle relation, des beaux échanges qui se sont déroulés sur ces temps-là, avec ce support de la musique. Quand il y a une activité qui se présente et que il faut qu'il y ait l'envie. S'il y a l'envie de l'usager, de l'équipe pour arriver à accéder à cette activité-là, du coup déjà ça gomme une grosse part de problématiques. Et après, au fur et à mesure, ça se tricote. On regarde ensemble quels sont les freins, aussi bien du côté des partenaires que aussi bien au niveau de l'usager ou nous, les freins d'accessibilité, les freins d'horaire, les freins financiers. Et petit à petit, on voit comment on peut gommer ces difficultés-là. Les principales difficultés qu'on peut rencontrer, qu'on a rencontrées lors de la mise en place d'activités de droit commun,
ce sont les conventions. C'est ce qui va définir la relation que l'on va avoir avec les partenaires. Combien il y aura de participants, sur quelle durée, avec quelle assurance, s'il y a un coût, s'il n'y a pas de coût, toutes les modalités du projet. Ces conventions, parfois, elles nécessitent une signature qui passe en conseil d'administration, qui passe en mairie, et le temps avant d'avoir la convention est parfois long et peut faire qu'une activité n'aura pas lieu parce que le temps des administrations est différent d'une structure médico-sociale. On a eu ce problème-là avec une activité de modélisme, de sport en salle ouverte à tout public et avec le conservatoire de musique. Et heureusement, on est arrivé à finaliser parce que c'était un projet auquel on tenait. Et on a tenu la longueur. Ce qui pourrait permettre de parer à ces complications, c'est que pour tout nouveau projet, c'est d'anticiper le temps où il va y avoir la convention et pas partir comme ça. Les difficultés principales que j'ai rencontrées, ça a été surtout par rapport à la motricité. Parce que dans le handicap physique, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à simplement tenir un pinceau. Dans la représentation, à décalquer, même juste passer par-dessus un autre trait. Enfin, c'est compliqué, donc moi, j'avais jamais travaillé de cette manière-là. Du coup, là, il a fallu que je repense un petit peu mes propositions artistiques et que je m'adapte à ces difficultés motrices. Alors le challenge, ça peut être un petit peu impressionnant en fait, puisqu'on met sur l'eau des personnes qui peuvent arriver en fauteuil avec des handicaps des fois assez lourds. Et on est habitué dans notre pratique à faire évoluer des jeunes, des adultes qui sont valides, donc on peut parfois se poser des questions. Et, en termes de manutention, c'est assez lourd en fait comme type d'encadrement. Entre l'aide aux personnes, le déplacement des bateaux, en fait, même pour des groupes réduits, en fait, ça peut être assez difficile. La principale difficulté, donc, ça va être l'installation de la personne dans le bateau. Et ça, selon le degré de handicap, on va avoir les gens qui vont très facilement pouvoir aller au bout d'un ponton pour s'installer dans leur bateau avec une aide. Ils pourront descendre et remonter sur le ponton après la séance. Par contre, il y a des personnes en fait, qu'on ne peut tout simplement pas transférer comme ça en fait, du ponton au bateau. Et là, il nous faut en fait, un lève-personne. On a pu, au bout d'une année, en fait, déclencher l'achat d'un lève-personne qu'on a positionné en bout de ponton. C'est le système D, et puis oui, on fonctionne en tâtonnant, effectivement. Donc on a différents supports, on a des tablettes qui nous permettent d'adapter le niveau du plateau par rapport à leur fauteuil, rapprocher au maximum la tablette devant eux, pour ceux qui ont des difficultés de vue notamment. On a des petits moules en silicone qu'on peut mettre autour de pinceaux pour leur permettre au niveau de la préhension de tenir un pinceau. J'ai proposé des activités graphiques comme le pochoir qui nous ont permis de faire un dessin en utilisant le décalcage, par exemple. Donc, ce qui a permis d'avoir un résultat valorisant, même pour des personnes qui ne savaient pas dessiner. De plus en plus, je mets en place des projets collectifs. Donc, on travaille à plusieurs, et ce qui me permet de valoriser les compétences des uns et des autres. Ce type de travail à plusieurs permet à ce que chacun trouve une place dans la proposition artistique. On va utiliser des supports qui sont adaptés. Et ça nécessite un investissement financier en fait, de la part de la structure, puisqu'en fait tout ce qui est aménagement de pontons, embarquement des personnes dans les bateaux, tout ça c'est du matériel en fait, qui coûte cher. Ça a eu été beaucoup l'accessibilité, ça l'est un peu moins. On n'est pas encore sur une normalité pour des personnes en fauteuil. Les freins, c'est peut-être plus le handicap. Les fauteuils qui peuvent être parfois imposants et qui sont difficilement compatibles avec des lieux ou avec une calèche, parce que le handicap est imposant. C'est plus le handicap physique en lui-même qui peut parfois être un frein. Il y a eu une visite préalable des encadrants de l'APF pour définir où on allait poser l'atelier, puisque notre espace est
relativement aéré, mais enfin quand même. Une fois qu'il y a 5 fauteuils roulants dedans, c'est un peu différent. Et puis depuis qu'on sait que ça va se dérouler comme ça, on laisse l'espace devant ouvert, en tout cas très facilement modulable. Oui, il a fallu préparer, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Mais il a fallu préparer un peu, voir, réfléchir, avoir des tables à la bonne hauteur pour les fauteuils, hein. Du coup, on a défini cette zone-là, et puis c'est la zone prioritaire pour ça. Quand les fauteuils repartent, ça reste à peu près comme ça. Ça se remplit pendant la semaine parce que c'est l'histoire de ce lieu. Et puis hop, on le revide pour le jeudi suivant. Il y a pas mal de personnes ici qu'on accompagne qui n'ont pas la communication verbale, qui communiquent soit par signe, donc il faut comprendre de comment ils fonctionnent, comment ils communiquent. Au niveau du langage, parfois il y a pu y avoir des problèmes effectivement de communication, parce que certains n'ont pas le langage, certains parlent d'une manière très particulière. Ça peut être par des clignements d'yeux, par des mouvements de tête, par des mouvements de bouche, ou alors c'est avec des tablettes, avec des boîtes vocales. Du coup, ça a un côté frustrant quand même, de pas arriver à comprendre l'autre. J'ai faim. Aussi, c'est une bonne chose. On a eu des appréhensions au départ. Enfin, je disais notamment la voix et le langage. Avec un ordre, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui peut être irrespectueux, irrévérencieux. Quand on a le temps et qu'on prend le temps, la communication, c'est pas un frein. Elle le devient quand on est dans le speed, qu'on est pressé, qu'il y a beaucoup de bruit et qu'on est préoccupé par plein ça vient parasiter. C'est pas forcément un frein, la communication. Du moment qu'on a les clés, il faut les clés. Donc à chaque arrivée d'usager, il faut ce temps d'adaptation, de rencontre avec l'autre pour comprendre quelle est sa communication, comment il communique, quels sont ses mots, quel est son langage, quel est son niveau de compréhension pour pouvoir du coup après adapter notre accompagnement au mieux. Il faut souvent 6 mois à 1 an, vraiment pour que ça soit un peu affiné et qu'on soit au plus près de ce qu'il est. Et donc là, c'est l'équipe qui m'a beaucoup aidée au départ. Et puis petit à petit, effectivement, on s'habitue à ce qu'ils veulent dire. Donc on communique différemment aussi. J'ai une proposition qui est fermée dans le sens où je lui propose 3 couleurs que j'ai choisies. Et puis lui, à l'intérieur de ces 3 couleurs, va choisir celle qui l'intéresse. C'est là où nous, si on intervient, c'est notre rôle de donner les clés, de dramatiser les situations, de verbaliser à la place de l'autre, faire tiers dans le lien, et puis essayer de rendre l'usager le plus possible acteur à ce moment-là, de dire qu'est-ce que t'en penses, alors lui montrer que il est tout à fait en capacité d'entendre, de comprendre, de réagir, et que c'est pas parce qu'il y a un handicap parfois lourd qu'il n'est pas en capacité d'avoir un avis, d'avoir du plaisir, d'avoir des envies, carrément. On s'habitue, hein, tu sais, c'est l'accent du midi, il faut t'habituer. J'avais un oncle que je ne comprenais pas, hein, il n'était pas handicapé du tout, hein, je ne comprenais absolument rien ce qu'il me disait. Très vite, j'ai compris que quand je ne comprenais pas, il fallait que je le dise, que je ne comprenais pas. Et c'était plus simple. Donc non, la communication n'a jamais été un problème. Donc il faut, au bout d'un peu de dialogue, tu arrives à comprendre où sont les accents, etc. Eux, c'est pareil, c'est un accent différent. C'était très simple. L'amplification, c'est très simple. Le langage, avec leurs difficultés mais de compréhension, c'est finalement passé très très bien. Enfin, c'est vrai qu'on n'a eu aucune barrière, quoi. C'est quand même assez étonnant. Ouais, avec des personnes qui ont un rapport au langage où c'est, par exemple, il faut qu'elles répètent plusieurs fois pour qu'on comprenne. En fait, on a trouvé des modalités pour jouer, pour faire de la musique ensemble et aussi en suivant comment ils fonctionnaient, quoi. Le regard du professionnel sur les usagers peut parfois être freinant dans une expérience. On représente un peu l'autorité entre guillemets, on peut le regard de l'autre, c'est pas un regard facile. Jusqu'à quel point mon intervention ou ma présence pouvait du coup les freiner dans leur expérience. Et du coup pouvoir me mettre en retrait mais tout en étant présente pour pouvoir traduire quand il y avait besoin
ou d'être aidante quand il y avait besoin, mais ne pas avoir mon regard. Voilà, donc c'est ces allers-retours qu'il a fallu que je fasse. Et c'est tout l'enjeu d'être présent et puis de trouver des choses qui vont nous permettre de nous retirer progressivement, quoi. Pour certains ateliers, il est intéressant, par exemple, que je me mette en retrait, qu'il ne m'ait pas sur son champ de vision. On va essayer de faire en sorte de s'éclipser de manière à ce qu'il puisse, lui, explorer tout seul. Et si jamais il y a un petit couac, et ben, de toute manière, on est là. Parce que contenant, parce que rassurant, et pour tout le monde, et pour les usagers eux-mêmes, et pour les professionnels qui accompagnent l'activité. Du coup, je me mettais dans une salle à côté tout en écoutant ce qui se passait et pouvoir faire des allers et venues entre les deux salles. Et oui, j'ai vu que du coup, ils se lâchaient sur certaines choses, même à oser dire des choses aux intervenantes, à oser rentrer en relation, parce que j'étais plus là pour faire tiers et du coup, il fallait y aller. Et du coup, le fait de ne plus être présente, ça a permis ça. Et puis pour les activités extérieures, c'est souvent un problème de logistique. L'organisation pour tous être sur le lieu de l'activité, au niveau des transports. C'est pas nous qui nous les coltinons, c'est pas nous qui les vivons, c'est les professionnels, mais enfin, ça crée on sent qu'il y a une histoire d'horaire très très stricte à respecter. Ça c'est un petit peu dommage. C'est 80% de la journée, c'est ça. C'est voilà, où on va, comment on va faire, les toilettes, où on va manger. C'est tout le temps des choses comme ça. Le temps de l'activité, on va dire, on n'a pas beaucoup de difficultés le temps de l'activité. Voilà, l'autre jour, on est allé dans un camping pour faire un pique-nique. On s'est retrouvé avec des toilettes à la turque. Et du coup, vite compliqué, quoi. Il faut du personnel, trouver des salles, mettre des instruments à disposition, pouvoir trouver aussi des salles pour des représentations, des spectacles, parce que c'est normal, pour chaque classe, on aboutit à une restitution publique. Ça peut être compliqué, puisque quand même les personnes avec handicap, encore maintenant, on voit plus de personnes qui intègrent des activités de droit commun, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, parce que ça demande quand même une gestion, et ça demande de la part de ceux qui organisent, donc de notre équipe, quand même une vraie attention. Vraiment, vraiment, vraiment. Que moi, je passe un temps fou aussi au téléphone pour organiser, pour que les PMR arrivent. Quand il y a un problème, par exemple. Moi, je ne suis pas éducatrice spécialisée. Donc, comment on fait? Alors, nous, on le prend, et c'est à ce titre-là aussi que je le fais, parce qu'il y a des personnes derrière. Parce qu'il y a des personnes comme Bénédicte, comme Valérie, qui ont ces droits-là. Et ça, c'est important. Maintenant, je vais moins souvent dans des endroits que je connais pas. C'est souvent des endroits que j'ai repérés déjà. En fait, tous les professionnels, tous les stagiaires, c'est savoir s'adapter, l'anticipation. Si on a déjà ça, ça nous permet de faire beaucoup de choses, quoi. Si on anticipe un maximum. Il faut travailler un peu en amont, beaucoup par rapport au transport. Par exemple, on a une grève demain, il va falloir pallier à ça et à ce que les artistes soient assez réceptifs et à se dire, voilà, on n'aura pas 2 heures, tant qu'il est très court, on n'aura qu'1h30, mais on va s'adapter. Parce que de toute façon, on aura toujours des surprises bonnes ou mauvaises, mais on en aura toujours. Qu'on anticipe, on a l'impression d'anticiper ou vraiment tout prévoir, mais il y aura toujours quelque chose qui va se mettre. Alors du coup, autant limiter au maximum, quoi. Ce qu'on propose, c'est aussi une ouverture culturelle, donc d'aller dans la cité, dans les lieux d'exposition qu'on peut trouver. Ce que ça nécessite, un transport adapté, une personne en plus pour accompagner que moi. Quand on part à la journée sur Lyon, du coup, il faut prévoir le pique-nique. C'est toujours très rapide parce qu'on commence, la journée c'est de 10h à 17h, eux ils partent à 16h45. Donc il faut partir à 10h. Si on va à Lyon, on a 1h, 1h30 de route, on arrive, on mange, et puis on part pour 2 heures de visite, et puis on repart et on arrive pile poil à 16h45. Donc voilà, c'est une grosse journée. Et en même temps, ça vaut le coup parce que souvent, c'est des ouvertures
sur le monde ou sur des univers artistiques qui n'auront pas autrement. C'est le temps là qui manque, c'est le facteur temps, parce que ça va toujours vite. On se dépêche d'aller à l'atelier, il faut que ça rentre dans un cadre horaire d'1h15, c'est 1h15 d'activité et finalement il n'y a pas d'échange d'individu à individu. Il y a le support du son, mais finalement il n'y a pas vraiment de rencontre d'individu à individu. Et après nous on aurait aimé, dans l'idéal on aurait aimé des plages plus longues. Là les ateliers ils durent 2 heures, on aurait aimé avoir 3 heures. Ça permet de faire des pauses. Non, là, on n'a pas le temps. On a 2 heures, il faut aller vite. Donc, on aurait aimé des temps plus longs. Et des fois, passer la journée ensemble, ça aurait été super. Mais bon, après, c'est les limites aussi de la fatigue des gens. Je rêverais d'avoir une semaine où vraiment ce soit un temps fort, où on travaille tous ensemble, on vit vraiment une expérience ensemble. Ou partir, montrer notre travail ailleurs. Enfin, que ce soit un peu plus ouvert, quoi. Je trouve que c'est quand même un peu... Tout ça est un peu fermé. Il faudrait plus de temps, et puis des temps morts, un temps de rencontre, c'est-à-dire il ne se passe rien, et il faut rien, et quand il ne se passe rien, il faut rentrer en relation, il faut se parler, il faut se regarder, et du coup, il peut se passer quelque chose de plus fort. Dans les pauses, il se passe des choses. Je vois l'année dernière, dans les pauses... Des fois, à midi, ils sortaient avec les filles qui fumaient des cigarettes. Enfin, il y a un truc humain qui est super aussi, qui est vachement important. On peut arriver presque à tout, parce que je ne veux pas dire complètement, mais il faut vraiment de la patience. Il faut prendre son temps. C'est pour ça que tout ce qu'on fait dans l'urgence, souvent, on se met déjà en difficulté avant de l'avoir, cette difficulté. Parce qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps, quoi. Les difficultés qui vont pouvoir se passer pendant le déroulement de l'activité, c'est que chaque fois, il va falloir adapter ce qui est en train de se mettre en place à l'état physique et psychologique de l'usager qui est concerné par l'activité. Les personnes qu'on accompagne ici, certains ont des maladies évolutives, donc du coup, ça va amener des pertes. Une grande fatigabilité, des pertes, la perte de la communication, la perte même musculaire, de se mouvoir, de bouger, de respirer. Et toutes ces pertes-là, on peut les compenser jusqu'à un certain point. Et du coup, ça a forcément des impacts aussi sur les activités qu'on peut leur proposer. C'est que c'est des personnes qui sont très fragiles, qui ont une santé qui est toujours limite. Et que du coup, il y a beaucoup d'absences, il y a beaucoup d'imprévus. On commence l'année avec 3 personnes et puis en fait sur ces 3 personnes il y en a un qui va être absent pendant 2 mois pour raison de santé. C'est des usagers qui sont extrêmement sensibles à leur environnement et tout changement dans cet environnement peut changer son comportement et avoir une incidence sur son activité. Les professionnels sont formés à être en veille sur cet état-là et adapter la communication avec le partenaire et l'usager pour que son état n'ait pas une incidence sur l'activité et lui permette de continuer l'activité. Il peut y avoir moins d'activités possibles, ou du coup il faut qu'elles soient plus courtes, parce qu'il y a une grande fatigabilité et du coup il faut que les activités elles durent peut-être 25 minutes, 30 minutes au lieu d'1 heure. Il y a une fragilité aussi aux températures, le très chaud, le très froid. Du coup, ça peut amener des difficultés respiratoires et du coup, faut en tenir compte sur les déplacements. Dans le cadre d'un suivi régulier, ça demande de beaucoup s'adapter et de revoir toujours un petit peu les petits plans qu'on a pu faire, quoi. Pour un projet de réalisation artistique, s'ils ne sont pas là, rien ne peut se faire aussi. Une autre difficulté que je n'ai pas parlé, c'est la méconnaissance des partenaires vis-à-vis de notre public. Souvent, ils sont super motivés, super accueillants, mais ils sont loin de la réalité. Ouais, souvent un gros décalage même. Ils prennent en compte, on va dire, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont en visuel, mais souvent, ils n'ont pas la connaissance. Ils sont prêts à accueillir des personnes en situation de handicap, ils sont prêts à tout, mais comme ils n'ont pas beaucoup d'expérience, du coup, tout de suite, ils partent sur des choses qui sont pratiquement irréalisables, on va dire, au début. C'est un public dont j'ai absolument pas l'habitude. On avait prévenu
les APF que nous, ce n'est pas notre métier, donc on voulait bien mettre la salle à dispo, on voulait bien mettre aussi nos compétences qui sont ce qu'elles sont. C'est le genre d'activité qui pourrait être tout à fait optimale. Il faudrait qu'on puisse être accompagné ou encadré par un éducateur APA. Les activités physiques adaptées qui, eux, en plus de mon bagage de renforcement musculaire, ont la spécificité de pouvoir adapter et savoir les impératifs dont ce public a besoin. Il est important qu'il y ait à la fois ce temps spécifique lié à l'activité et ce temps d'adaptation des deux mondes qui se rencontrent, à la fois le monde du public en situation de handicap et le monde spécifique à l'activité qui va être mise en place. Et la rencontre de ces deux mondes va faire justement toute la richesse de l'activité et du coup c'est important que cette rencontre elle soit bien préparée et que tout le monde sache à quoi s'attendre pour que l'activité prenne sens et soit riche aussi bien pour les usagers que pour les partenaires aussi qui proposent ce temps d'activité. Il leur est proposé de rencontrer les usagers au cours d'activités ou d'un temps convivial d'une boisson pour que les partenaires aient un regard autre avant l'activité. Du coup, on est venu passer une après-midi sur une activité art plastique, ils faisaient des jeux aussi. Et là, on s'est dit, ah oui, on ne peut pas direct plonger dans tout le monde ensemble, les étudiantes, les gens du SAGE, notre pratique musicale qui est quand même particulière. On s'est dit, ça va trop faire d'un coup, donc on a modifié le calendrier du projet pour être d'abord que avec les personnes du SAGE, pour sentir ce qui les intéressait, ce qui était juste de faire. Moi, je sais que j'avais besoin de rencontrer les gens d'abord, les gens du SAGE. J'avais besoin de prendre un temps de rencontre, de plus moi trouver ma place pour rentrer en relation, quoi. Des trucs tout cons, mais au début je savais pas si je pouvais toucher une épaule ou si ça allait être trop gênant. Puis il y a des gens avec qui c'est possible, il y en a d'autres c'est trop fort. Du coup de repérer des choses comme ça par exemple. Souvent il y a la motivation, l'envie, mais d'être en contact direct avec ces personnes, il y a un temps d'apprivoisement si on peut dire. Et le fait de partager une collation, de partager un jeu, la relation est autre que commencer tout de suite une activité sans les connaître. En tous les cas, on propose ça depuis quelque temps et les partenaires rapportent réellement le bienfait de rencontrer les usagers avant. Et après, ils ont besoin de beaucoup d'infos, quoi, en fait. C'est là, à nous, faire en sorte que les infos, elles passent, qu'ils aient un maximum de billes pour pouvoir mettre en place leurs séances, leurs activités. Et c'est là où on intervient, parce que nous, on les connaît, les usagers. Donc, du coup, c'est là où on peut les aider. Après, c'est sûr qu'il faut que les animateurs soient réceptifs aussi. Hein. Il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute. Hein. C'est pour ça que des fois, ça se passe super bien. Et puis, des fois, on a du mal, quoi. Moi, j'ai eu du mal sur certaines activités parce qu'ils n'ont jamais réussi à prendre en compte ce que je disais. Donc du coup, pour ceux qui avaient, on va dire, un handicap léger, si on peut parler comme ça, c'est passé. Pour les autres qui avaient un handicap plus lourd, on n'a jamais pu avancer, quoi. Il faut l'envie du partenaire. Après, il faut à certains moments réadapter et réajuster au niveau, par exemple, des consignes. Quand eux vont nous apporter des consignes, va apporter des consignes aux usagers, nous, professionnels, on peut essayer de rediscuter avec les partenaires en leur disant voilà ce que vous apportez, peut-être il faut le formuler différemment ou peut-être il faut qu'on adapte parce qu'on a certaines personnes qui ne vont pas forcément adhérer. Les partenaires, oui, ils sont aussi bien sûr pour quelque chose parce qu'ils apportent leur expérience dans leur domaine à eux. Ils sont partants. Et oui, en général, ça adhère. Après, avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience, on y arrive. De toute façon, on arrive presque à tout. Je ne vais pas dire à tout, mais on arrive presque à tout. Que ce soit avec les usagers ou avec les partenaires, c'est une relation qui se crée, c'est une connaissance qui se fait au fur et à mesure. Et ça ne se fait pas en un jour non plus. Donc c'est petit à petit que ça se construit. Les principales difficultés de notre côté, j'allais dire du côté de nos résidents à nous, c'est plutôt la différence. C'est-à-dire l'aspect, parfois les rictus, parfois l'élocution qui est un peu différente. J'ai un peu de difficulté avec la personne, je ne sais pas très bien comment faire. Et puis encore une fois, c'est passé ça, c'est fini. On est toujours sur le regard de l'autre.
le regard sur l'extérieur quand on va se balader, quand on va sur Grand Place. On a encore ces regards un peu persistants. Après, on essaye d'effacer ça avec un sourire, avec de l'humour. C'est beaucoup avec ce support que je travaille. Du coup, ça passe. Voilà, on essaye de faire passer ça. Et puis ils se sont habitués et aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté. Enfin, pour nous, c'est extrêmement simple. Hein. Quand ils arrivent ici, 1 heure à peu près avant que les résidents arrivent, on prépare pour eux et tac, 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 et tout est en place. Quand les fauteuils arrivent, ils ont leur place, tout est fait et c'est très, très proactif. Les premiers temps sont de l'apprivoisement, mais en général, le contact se fait vraiment facilement et il y a beaucoup d'échanges et ça se passe relativement bien. L'équipe de professionnels là-bas, ils ont toujours su trouver une super place. Elles étaient très aidantes, elles nous ont beaucoup accompagnées et avec finesse. C'est vrai que ça, c'est particulièrement bien. C'était une découverte, j'avais jamais travaillé avec des personnes en situation de handicap. Le fait que la sauce elle est prise, c'est aussi beaucoup grâce à leur implication dans le projet, la compréhension de où nous on était avec Anne-Julie et le respect de ça, et puis de dire, elles nous ont beaucoup suivis. Du coup maintenant elles nous aident. À des moments comme tout à l'heure, on est perdu. Moi je vois qu'il y a un moment je sais plus comment m'y prendre. Et Fred, elle arrive et elle prend le relais super bien parce qu'à la fois, elle sait artistiquement ce qu'on cherche et elle connaît Béchir et du coup, elle trouve le moyen de réajuster les choses et à la fin, on est tous arrivés à quelque chose ensemble, quoi. Je pense qu'il y a une bonne cohésion au sein de l'équipe, qu'on peut être capable de se dire les choses et d'avancer ensemble et d'entendre les remarques des uns et des autres pour permettre des activités plus pertinentes auprès des usagers. On a la chance aussi d'avoir une chef de service qui permet de bien chapeauter l'équipe. On sent que l'équipe est soudée, les choses se disent et on avance un peu tous dans le même bateau. Donc si jamais il y a un moment où on s'essouffle ou un moment où au contraire on a besoin de faire plus d'activités, on arrive à cheminer ensemble et à s'écouter les uns les autres pour ne pas s'embarquer dans quelque chose de trop difficile ou au contraire se laisser aller à certains moments. Oui, c'est une équipe qui est soudée, qui est forte, qui se connaît bien, qui connaît bien les ressources des uns et des autres et qui du coup on sait faire appel aux uns et aux autres en fonction des besoins et des compétences des uns et des autres. Non, ça ne peut pas fonctionner sans travail d'équipe. Il faut une équipe derrière, une équipe qui s'entend bien, où du coup ça fait bloc face aux difficultés, aux handicaps, aux problématiques de chacun. Et puis au bout de 16 ans de fonctionnement, on se connaît bien les uns et les autres. Et puis quand il y a des nouveaux membres dans l'équipe, il y a cette bienveillance vis-à-vis de l'autre aussi, dire là où il en est à cet instant-là, de sa fatigue aussi. C'est une équipe qui sait bien prendre le relais quand il faut, pour soulager l'autre quand il est épuisé ou quand il ne sait pas à un moment donné forcément répondre face à une situation un peu problématique. Il y a cette entraide-là. Trop sécurisant, je sais pas, parce que c'est aussi ce qui fait le bonheur de cette équipe. C'est qu'en même temps, l'équipe est très professionnelle, maîtrise sur le bout des doigts ce qu'elle propose, et en même temps est capable de petites folies et puis de lâcher du lest sur certains à-coups. Donc il y a aussi beaucoup d'imprévus qui peuvent se passer. Il peut y avoir des petites frayeurs assez innocentes, mais qui vont permettre de rompre la routine qui peut s'instaurer s'il y a trop de sécurité. Et en même temps, on est toujours garant du cadre. L'équipe est un des ingrédients majeurs, parce que l'équipe est moteur de tout ce qui peut se passer. Donc la cohésion de l'équipe, l'envie de l'équipe de mettre en place des choses, de faire vivre des choses, de s'amuser, de passer du bon temps ensemble, c'est primordial. Pour que ces activités fonctionnent, je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit et pas rester statique dans ces accompagnements. D'être dans le mouvement et d'aller chercher des réponses et puis d'échanger avec beaucoup de personnes pour pouvoir avoir des adaptations les plus ciblées pour que ça puisse apporter aux usagers en fait. Je pense que pour pouvoir travailler au Sage, il faut avoir un petit brin de folie et
être plein de vie pour justement pouvoir amener du dynamisme et de la vie au sein de la structure. Il y a une qualité qui est assez importante, c'est de pouvoir s'adapter, parce qu'on est tout le temps en train de réguler. La journée est censée se passer d'une certaine façon, mais elle se passe jamais comme prévu. Et donc du coup, c'est hyper important de réussir à passer sur ce qu'on avait prévu, de le réadapter, d'être à l'écoute de l'autre, pour au final passer un bon moment tous ensemble et permettre une petite fenêtre de liberté aussi dans leur quotidien. On adapte aussi nos objectifs dans le cadre d'un atelier adapté. Il y en a certains qui ont du goût, qui ont du plaisir, il y en a certains qui ont des capacités, il y en a certains qui ont l'envie d'apprendre. Et donc à partir de ça, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils savent faire, la place de l'encadrant va être de proposer différentes techniques, différents matériaux, différents supports pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent varier, et puis d'adapter aussi les exigences. On ne va pas être aussi exigeant qu'avec des personnes lambda. C'est essayer de prendre toujours ce temps de recul, de se dire ben, voilà, pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, comment on peut améliorer, est-ce que c'est de la part du partenaire, est-ce que c'est de la part de l'usager, est-ce que c'est nous, comment on peut tricoter ensemble cette activité pour qu'elle soit... L'objectif, c'est d'avoir du plaisir et que ça reste agréable. C'est ça le but recherché, c'est que l'usager ait du plaisir. Après, si c'est du plaisir partagé avec la personne qui l'accompagne et le partenaire, bah, c'est super, c'est une mission réussie. En fonction des situations, comment ça se gère, c'est souvent au coup par coup, toujours apaiser et rassurer, être bienveillant et montrer qu'on est là, en fait. Il y a forcément un investissement humain. Non, il faut s'investir. De toute façon, pour comprendre l'autre, il faut beaucoup d'empathie. Pour comprendre leur langage, ne serait-ce que le langage du corps, il faut de l'empathie, il faut être à décrypter. Et on peut décrypter que quand on essaye de se mettre à la place de l'autre et qu'on ressent un peu ce qu'il vit à ce moment-là. S'il y a trop de barrières, on se cache derrière trop de normes ou de réglementations, on ne peut pas ressentir au plus près ce que l'autre ressent. Donc oui, c'est un travail, on est dans de la proximité, c'est inévitable. Après, c'est arriver à faire la part des choses. À un moment donné, je suis très proche pour comprendre une situation ou pour l'accompagner, mais c'est reprendre une place, reprendre de la distance et reprendre du recul à d'autres moments. C'est des va-et-vient en fait. À quel moment donné il faut que je sois proche et à quel moment donné il faut que je me retire et que je m'efface. Et je suis un outil, je suis un outil, je leur permets de manger, répondre à leurs besoins primaires, de leur rendre accessibles certaines activités, de faire le tiers avec d'autres, de faire le lien, mais à des moments donnés, il faut que je puisse aussi me retirer pour leur laisser toute la place. Donc il y a forcément un investissement personnel, mais il faut être vraiment au clair sur la bonne distance, le bon rapport à l'autre. Bah, y en a certains qui aiment les mêmes choses que nous, alors du coup, il y a une complicité. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être trop copain-copain, quoi. Mais c'est très difficile. De toute façon, on ne peut pas faire ce métier-là sans être dans l'affectif à un moment ou à un autre, c'est pas possible. On peut pas rester totalement neutre, totalement... c'est impossible. Et si nous, on vient à quitter le boulot, qu'eux, ils n'en souffrent pas. Et puis, quand eux, ils viennent à partir aussi. Alors partir, quand je dis partir, c'est dans un autre centre. Mais pour certains, c'est partir, c'est le décès. Et là, c'est pareil, hein, c'est très très dur. Ce qui est important, je pense, c'est le dialogue et de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit et comment on les vit et de pouvoir être écouté et de pouvoir entendre les autres aussi. Et c'est ce qui fait la cohésion d'équipe et c'est ce qui fait que l'équipe, elle roule, quoi. Alors il y a l'écoute, mais pour moi, les mots-clés dans ce travail, aussi bien avec l'équipe qu'avec l'usager, c'est plus la bonne humeur et faire en sorte que du coup, il y ait de la joie, que ça soit léger. Il peut y avoir tout style d'activité, il peut y avoir une multitude de propositions. Si ça ne se fait pas dans de la légèreté, de la bonne humeur, avec de l'humour, ça n'a pas le même impact. Parce que si c'est triste, morne, c'est mortifère au possible et ça avance pas et c'est agréable pour personne. On a un rôle d'animateur.
Voilà, parfois ça peut être lourd d'animer des gens lourdement handicapés qui n'ont pas forcément l'énergie d'être dans du mouvement. Ça demande à nous de la ressource, de trouver comment on peut amener du mouvement, comment on peut amener de la vie chez l'autre. Et c'est là où du coup l'équipe elle est importante. C'est-à-dire qu'on est un peu une boîte à outils et on va se servir des outils des uns et des autres pour arriver à susciter ça chez l'usager qu'on accompagne. Après, ce sont les usagers qui sont les premiers acteurs et du coup, c'est aussi avec eux qu'il faut avancer sur les adaptations, sur ce qui leur convient le mieux et de pouvoir en parler tous ensemble. Je pense que voilà, c'est un des outils qu'on utilise pour pouvoir avancer avec eux. Je suis bien. Et je trouve manquant, tu sais, parce que je rencontre des gens et parce que je me sens active. Je me sens plus active. Du bien-être. Ça aussi, j'aime la tête. Dans ce que tu ressens le matin quand tu viens au Sage, on disait quand tu arrives en voiture et que tu sais que tu es contente quand tu sors sur l'extérieur. Tu es contente d'arriver. Surtout quand tu sais que tu vas sortir après. Le bonheur. Du bonheur. Et c'est un rêve de pouvoir vraiment lâcher prise. Et donc en art plastique, dans les musées, c'est le seul moment où je pense à rien. Et ça, c'est fabuleux. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Le Sage en un ou deux mots. Attends, je réfléchis, hein. Tu couperas. En un mot, Se faire plaisir. Envie, déjà. Rencontre et expérience. dynamisme et joie. Activité. Bonne humeur. Partage. Surprenant et original. Être à côté des gens.